ce mois d'octobre 2013, Laure Allaire et moi, nous avons choisi trois livres et donc invité trois auteurs. Chantal Thomas, pour l'échange des princesses, qui est paru au Seuil. Philippe Vasset, avec La Conjuration, publié chez Fayard. Et Nelly Allard, pour Moment d'un couple, chez Gallimard. Alors peut-être, bon, l'ordre est un peu arbitraire, comme toujours, mais puisque vous avez, Chantal Thomas, choisi, comme dans le livre que le grand public a bien apprécié, Les Adieux à l'air, choisi de vous situer dans une histoire un peu lointaine, on peut commencer avec L'échange des princesses, qui est cette histoire assez terrifiante de grande manœuvre diplomatique autour de deux jeunes filles. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces deux jeunes personnes, finalement délaissées de la curiosité des historiens jusqu'à présent? Ce qui m'a conduite vers ce récit, c'est deux trames d'une certaine façon. C'est-à-dire la trame de l'enfance, qui est un domaine, ou en tous les cas une phase qui me passionne, et la trame de l'histoire. Et cette histoire, qui donc se situe dans la Régence, elle faisait suite, même si c'est à l'envers, au Testament d'Olympe. Et c'est la figure de Louis XV que j'avais déjà rencontrée, mais adulte et en libertin, divisé et déchiré. C'est elle qui a été le fil conducteur vers la petite infante et ensuite vers les deux mariages. Donc le point de départ, c'est en effet une sorte de traité d'accord diplomatique entre la France et l'Espagne. Louis XV vient de devenir roi, mais il est trop jeune pour régner. Donc c'est le régent Philippe d'Orléans qui gouverne à sa place et qui a cette idée étonnante de faire épouser au jeune Louis XV sa cousine, l'infante d'Espagne, qui est elle aussi une arrière-petite-fille de Louis XIV, et pour que le mouvement qui va sceller la paix éternelle entre la France et l'Espagne soit parachevé, il propose que sa propre fille, la fille du régent, épouse le prince héritier d'Espagne. Donc c'est une manœuvre qui a l'air parfaite sur le papier, si ce n'est que l'âge des intéressés est quand même problématique. L'âge et la personnalité. Comme tous les plans faits sur le papier, ce qui peut se passer concrètement dans les corps ou dans les émotions est laissé de côté. Et c'est un peu un conte sur les limites du plein pouvoir politique. Un conte cruel, mais aussi un conte comme dans les vrais contes où il y a du merveilleux qui passe. Et il passe surtout, je crois, par la petite infante qui a 4 ans et qui, à 4 ans, est incroyablement douée comme reine. Elle est vraiment la reine de France et elle est adorée comme ça. C'est ça cette histoire m'a séduite pour ça aussi. D'abord par ça, par les témoignages de passion du peuple français pour une petite fille de 4 ans qui joue tellement bien son rôle et qui en plus va tellement loin qu'elle tombe amoureuse de son roi et qu'elle est prête vraiment à vivre le couple qu'on leur demande de jouer. Tout en étant avec ses poupées, bien entendu, oui, les poupées, ça va de soi. Sont conductrices de bonheur et de désir. Mais le jeune Louis XV ne répond que très imparfaitement à cette passion. Parce que lui, il voit les poupées, justement. Et puis il a d'autres amours, peut-être. Il a des amours plutôt du côté des garçons. Voilà, les petites filles et les jeunes filles ne l'intéressent pas beaucoup. Ça viendra beaucoup plus tard dans son existence. Mais pour en revenir à la manière dont vous avez assemblé ces deux histoires, ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, en tant que lecteur, on a l'impression de les vivre au temps présent. C'est-à-dire que vous avez introduit une temporalité immédiate. Alors je pense que c'est par les temps que vous utilisez, les temps grammaticaux que vous utilisez, et puis c'est aussi peut-être par une sorte d'effet cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a simultanéité des deux histoires. Comment avez-vous fait pour faire se rencontrer en permanence ces deux histoires, dans le même temps? C'est une histoire qui m'a arrêtée précisément par sa construction en miroir, puisqu'elle se joue en partie en Espagne et l'autre partie en France. Et que ces deux petites filles sont échangées vraiment symétriquement sur une île divisée en deux à midi,
Donc c'est une symétrie comme pour une chorégraphie. Et ensuite, le procédé cinématographique, en effet, de passer sans cesse d'un côté de la frontière à l'autre, il est venu comme une sorte de logique à la fois temporelle et aussi de cruauté. C'est parce qu'elles sont des pions sur un échiquier et qu'elles sont dans une situation diamétralement opposée qu'elles ne sont pas traitées en êtres humains. Elles sont tout à fait différentes par le caractère, autant et par l'âge. Et elles vont avoir une évolution très différente. La fille du régent est plutôt une adolescente. Oui. Donc il y en a une qui joue vraiment entièrement son rôle, la petite infante, et l'autre, et ça qui part en vrille. Voilà, qui est détruite et qui est rendue folle. Et pour son mari, le prince des Asturies, c'est une histoire de mise à mort d'une certaine façon. Alors on sait que dans l'historiographie française, l'émergence de l'enfant a été très tardive. Il faut attendre Philippe Ariès pour voir une considération pour les enfants et l'importance des enfants dans le champ historique. Donc comment avez-vous fait pour retrouver autant de possibilités de comprendre de l'intérieur ces deux petites filles dont l'une va devenir une jeune fille? Parce qu'il y a tout dans votre bouquin. Il y a la manière de s'habiller, il y a la manière de se déplacer, la manière de se nourrir, d'aimer, d'être regardé, de regarder. Il y a quelque chose dans vraiment la première qui m'est captivée, c'est la petite infante. Et j'ai fait confiance à sa spontanéité. Et j'ai avancé entre des phrases d'elle qui surgissaient, transportées par les contemporains, sauvées par la voix, par exemple, de Saint-Simon, et comme quand on commence à être habité par la musique ou par empathie, quelque chose qui pouvait surgir de ma propre mémoire. Mais vous n'avez rien inventé. J'ai dû inventer, mais j'ai inventé en allant de repères fixes ou historiques à d'autres. Et c'est dans cette marge que j'ai habité de l'intérieur ces personnages. Il y a par exemple des lettres, des correspondances qui sont authentiques. Voilà. Tout ce que vous avez inventé peut être vrai. Oui, c'est du... oui, mais dans tout livre d'histoire, même les livres d'histoire les plus sérieux, entre guillemets, il y a de l'invention. C'est complètement forcé. Et peut-être, dans 10 ou 15 ans, il y aura des gens qui liront L'Échange des princesses comme un livre d'histoire, comme si tout était vrai. Parce que tout pourrait être vrai. En tout cas, quand on le lit, on a l'impression que tout est vrai. Mais il y a une phrase très forte, je trouve, de Marguerite Yourcenar, où elle dit « c'est déjà quelque chose de reconstituer un bâtiment avec des éléments authentiques ». Donc il y a toujours une reconstitution, même dans notre propre passé, même quand on raconte un épisode de notre été, il y a un travail de reconstitution. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez écrit un roman historique, cette catégorie qu'on appelle communément roman historique. Ça n'obéit pas aux mêmes règles. Je crois que la différence, elle est dans l'intériorité que je mets dans les personnages et la manière dont c'est comme une sorte de variation sur une virtualité d'existence qui peut être la mienne. Je crois que c'est ça la différence. Dans un roman historique, il y a une plus grande distance entre l'écrivain et la scène, la fresque qu'il déploie. Et là, je pense que j'interviens plus, ou je me faufile plus, ou je joue davantage avec les poupées. Comment apprend-on à être reine? Parce que c'est vrai que cette petite infante de 4 ans, très vite, elle adhère à ce qu'on demande, ce qu'on lui demande à elle. Elle fait corps avec le désir qu'on lui propose. Tandis que l'autre, non, elle va être obligée elle va se dissocier. Elle va tout refuser. Pourquoi, à votre avis? Parce que votre livre est aussi une méditation sur le pouvoir. Est-ce qu'on l'épouse? Est-ce qu'on y consent? À partir du moment où on y consent, est-ce qu'on s'y introduit à l'intérieur, en jouissant? Est-ce qu'on se pose des questions ou pas? Ce livre est vraiment une méditation sur le pouvoir, en effet. Et je pense que le personnage de la petite infante reine, qui est la seule fois où ce titre a été utilisé en France, elle y croit et elle agit si bien, avec tant de talent, parce qu'elle a eu devant les yeux l'exemple de ses parents. Et que le couple Philippe V et Elisabeth Farnèse est une sorte de couple idéal.
dans les yeux de l'enfant. Elle voit ses parents toujours ensemble. Ils ne se quittent pas. Voilà. Elle ne voit pas plus D'ailleurs, loin. ils passent leur temps au lit. D'ailleurs, ils sont au lit, mais elle ne voit pas plus loin que ça. Mais son frère a un point de vue assez différent. Parce qu'il n'est pas le fils Oui, d'Elisabeth Farnèse. Elle est sa marâtre. Et le père ne fait pas preuve de beaucoup de tendresse à son égard. C'est une dureté absolue. Oui, oui. Mais je pense que c'est pour ça, parce qu'elle, c'est un rôle auquel elle adhère immédiatement. Parce qu'elle est dans une sorte de bonheur, d'euphorie d'elle-même. Et ça, je pense qu'on peut comprendre. Comment vous arrivez, mais ça fait déjà plusieurs livres que vous nous introduisez dans ces milieux très particuliers que sont une cour. Et une cour, c'est un endroit où on n'a pas tellement de légitimité d'existence. Tout se passe dans le regard de l'autre. Donc comment vous arrivez à décoder tous ces jeux de rôle et comment arrivez-vous à trouver une individualité à ces petites filles à l'intérieur de ce système? Ça, c'est difficile de répondre, mais ce monde, il est à la fois très ancien, c'est des étiquettes qu'on ignore maintenant, des distances par rapport à soi-même, des codes qui ont disparu, et en même temps, je le perçois comme très proche. Et si je prends la personnalité du régent, et encore plus la Palatine, sa mère, quand on les lit, je trouve, on entend des échos de ce que nous continuons de vivre et de savoir. Et par exemple, exister par les regards des autres et à l'intérieur de ça, se préserver des espaces secrets, on connaît tous cette stratégie. Donc quelque chose change, mais quelque chose aussi se perpétue. Les espaces de pouvoir ne changent pas tellement. Ils se distribuent, ils se répartissent, ils se transmettent différemment. Les codes sont différents, et notamment cette politesse de cour qui fait qu'on s'adresse à son frère ou à son père avec une distance extrême. Mais politesse de cour, mais sécheresse des cœurs. Mais oui, et cruauté. Sous la... À l'intérieur de ça, il y a aussi d'autres lignes, des lignes d'amour. Par exemple, la princesse Palatine par rapport à son fils. C'est une vraie relation mère-fils. Donc, ou le Saint-Simon avec son épouse. C'est à la fois un espace où ça se produit rarement, l'amour familial, mais il peut surgir, c'est pas interdit. L'une des deux princesses va progressivement larguer les amarres. Elle va s'autonomiser justement de cette cour, de ce système de code, et elle va être envahie par une espèce d'étrange mélancolie qu'on peut peut-être appeler une sorte de folie. Comment était-ce toléré? Pourquoi la laisse-t-on partir comme ça, si loin d'elle-même, ne plus faire corps avec elle-même, comme si ça arrangeait tout le monde? Quand on lit votre livre, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne la protège pas plus? Pourquoi on ne lui vient pas en aide? Oui, mais personne n'a envie de la protéger. Cette adolescente, déjà, elle a grandi à l'inverse de l'infante, dans un milieu où elle n'intéresse personne. Les filles du régent, sauf une, n'intéressaient personne. Et donc, elle est extrêmement... Et quand elle part, par exemple, la princesse Palatine dit « on ne la regrettera pas ». Quelque chose d'une dureté totale. Et quand elle arrive à la cour d'Espagne, c'est effroyable. Parce que d'abord, elle arrive malade. Donc, son corps, déjà, ne peut pas vivre ça. Et elle arrive dans une cour qui est hostile à la famille d'Orléans. Ça, c'est quelque chose que maintenant, on doit se représenter. C'est que les individus comptaient pas tellement, mais ils représentaient une famille ou une maison. Et c'est à travers eux que se réglaient des comptes ou que se traitaient des passions. Et elle arrive comme représentante d'une famille qui est détestée, ce qui est déjà dur. Et elle va rencontrer son mari, qui a 15 ans, qui est dans une position de faiblesse. Et donc, réellement, elle n'a aucun appui. Elle est promise à la défaite. Mais elle m'a beaucoup touchée, et surtout quand j'ai commencé de lire sa petite correspondance avec son prince. Elle ne pouvait pas écrire, elle ne pouvait pas écrire le français même, elle ne savait rien. Elle était ignorante, oui. Ça aussi, c'est incroyable. Mais à travers ça, c'est quand même un thème qui m'a frappée même, ou déjà en lisant Marie-Antoinette et en la faisant vivre, c'est le dénuement intellectuel et politique de ces jeunes filles qui étaient promises à être reines. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est très, très dur à mesurer. Elle va être reine d'Espagne dans les mois qui viennent. Et elle peut quasiment pas signer son nom. C'est extrême.
C'est la même chose, on a toujours plaisanté Marie-Antoinette, qui rate sa signature au moment du contrat de mariage, mais ça fait pleurer aussi, c'est désolant. Quand on lit votre livre, on voit des images, on voit des paysages, on voit des situations. Est-ce que ce livre va faire l'objet d'une adaptation cinématographique comme l'avant-dernier roman? Mais ça me ferait très plaisir. Il faut en parler à Benoît Jacot. Lui, c'est le Testament d'Olympe qui lui plaît. On a trouvé beaucoup une plus. jeune actrice extrêmement sensible aussi pour le rôle de l'infante, en tout cas, qui effectivement à 5 ans a déjà des comportements extraordinaires. Tout ceci se termine en formal, évidemment, puisque ce grand dessein diplomatique ne résiste guère à la mort du régent. Donc ce sont 2 destins totalement brisés, broyés par la cruauté de la politique du temps et de leurs parents ou de leurs proches. Alors on change de siècle. On change de siècle, on change de territoire. On est d'ailleurs ici à la Bibliothèque nationale de France, dans un territoire que connaît très bien Philippe Vassé. Il faut faire attention. Peut-être qu'il s'introduit chez vous, Bruno, toutes les nuits, avec une horde de bobo boys et girls qui ont largué les amarres avec la société ultralibérale et qui deviennent des geeks qui jouissent de la nuit à l'intérieur de vos locaux. Mais en effet, ça vous fait pas peur, pas plus que ça. La bibliothèque le jardin de la Bibliothèque nationale de France est en effet un des très nombreux lieux que vous décrivez dans ce livre. Alors je ne sais pas si... Et c'est vrai ce qui est dit sur le jardin de la bibliothèque, là, avec les petits oiseaux qui font des petits. J'ai le sentiment que tout ce qui est décrit dans ce livre est aussi le fruit je ne sais pas si c'est d'une déambulation, d'une exploration personnelle ou simplement d'une documentation, mais il me semble que c'est tout à fait marqué au sceau de la réalité. En tout cas, pour la bibliothèque, c'est exact. Parfait, voilà. J'ai la meilleure des cautions. Voilà. Bon. Donc le reste doit être aussi très documenté. Oui, j'en suis sûr. En tout cas, ça se présente sous cette forme. Donc le personnage principal commence par une sorte de dérive dans les zones de Paris. Enfin, c'est tout Paris et sa région. Donc il n'y a plus les Pyrénées à franchir. Une sorte de dépossession de tout et qui se vit une bonne partie de sa vie jusqu'à la quarantaine dans des zones franches en milieu urbain avant de rencontrer un personnage qu'il n'avait pas vu depuis longtemps qui lui propose de créer une secte selon les techniques du marketing moderne. Voilà. Et évidemment, une de plus, parce qu'il y en a beaucoup dans le bouquin, des sectes. Absolument. Donc, le livre, effectivement, nous parcourons ce Paris, ces zones de la région parisienne qui sont des no man's land, d'une certaine manière, et à partir du moment où le projet de création d'une secte devient le but des déambulations du personnage, là nous arrivons à des rapports beaucoup plus objectifs et non plus une promenade qui était plus poétique avant. Donc comment vous avez inventé ce personnage et son interlocuteur? Il n'y a pas beaucoup d'inventions en fait. Vous les connaissez, ils existent. L'entrepreneur en secte, c'est, disons, parce que je crois que c'est la description la plus... Que faites-vous dans la vie, entrepreneur en secte? Mais c'est la fusion de plusieurs personnages, en fait. Mais c'est un personnage qui est, par exemple, très proche des gens qui animent des églises évangélistes, qui se vivent véritablement comme des chefs d'entreprise d'une PME, en fait. Leur église est véritablement leur entreprise, ils la font vivre, ils sont constamment en représentation, il faut aller chercher les fidèles par la peau du cou, il faut leur promettre mieux que l'église d'en face, etc. Donc il y a quelque chose de très boutiquier, finalement. Il faut des adhésions pour que la secte continue. Des cotisations. Des cotisations, des rituels mieux que le voisin. Donc voilà, c'est cette espèce de quotidien des entrepreneurs en religion décrit
de la Mais manière... ça, c'est pas du tout de la science-fiction, c'est une cartographie de la situation actuelle aujourd'hui à Paris. Alors, la prolifération d'églises évangélistes aux marges de Paris, oui, bien sûr. Si vous allez, vous prenez le RER, vous allez vous arrêter à la plaine Saint-Denis le dimanche au début d'après-midi et vous descendez, vous descendez jusqu'au périphérique. Là, vous avez, je sais pas, 10, 15 églises évangéliques. Alors, vous en avez qui louent des locaux municipaux, et vous en avez d'autres qui investissent des endroits qui sont vacants. Mais il ne faut pas... cette espèce de prolifération religieuse, elle n'est pas seulement cantonnée aux marges de la ville. Je parle beaucoup de ces gens qu'on appelle les coachs, qui, eux, vivent plutôt dans le monde de l'entreprise. Bon, eux aussi, il y a une inflation de ce phénomène-là. En fait, je décris pas mal de rituels qu'ils utilisent. Et c'est pareil, j'ai travaillé un peu comme un sociologue. Enfin, j'ai fait des entretiens donc avec ces entrepreneurs religieux. Avec des coachs en entrepreneurs de secte. Avec des coachs d'entreprise et avec des pasteurs évangéliques. Ouais. Et il y a une porosité entre les deux mondes. Il n'y a pas une porosité entre les deux mondes, mais il y a une très grande similitude des méthodes. Et une très grande similitude aussi du but recherché, qui est une entreprise à faire prospérer. Mais effectivement, on peut croire, on est à la limite du vraisemblable, mais en effet, comme vous le dites, lorsque l'ami a son manuel, comment créer une entreprise, enfin le business plan, comme on dit, de l'entreprise, et comment on applique en quelque sorte les principes d'un tel manuel à une entreprise qui est de nature religieuse ou pas religieuse, ça paraît parodique, mais en même temps, comme vous le dites, c'est bien ceux qui ont réussi à créer les Moon, par exemple, et autres, à créer, ce sont bien des techniques de ce genre qu'ils appliquent à grande échelle. Mais c'est non seulement des techniques commerciales, mais c'est aussi beaucoup des techniques littéraires, en fait. Moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est les entrepreneurs sectaires qui sont des écrivains, et notamment Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, qui est un personnage particulièrement intéressant, puisqu'il commence par écrire des romans de science-fiction, et puis presque naturellement, en fait, et avec exactement les mêmes vecteurs, il crée une entreprise religieuse qui marche et qui lui survit. Alors, dans le livre, l'entreprise, dans un premier temps, échoue lamentablement au cours d'une scène comique, il faut le dire, où le narrateur, on peut dire, et son ami, celui qui a l'idée de la secte, vont essayer d'obtenir l'aval de cette mission qui est chargée de contrôler justement le phénomène sectaire en France. Et évidemment, ceci se termine par la déroute du projet, une scène qui est extrêmement comique d'ailleurs. Et ceci est le point de départ de la dernière partie du livre, où alors le créateur André de la secte disparaît, et où alors c'est le narrateur seul qui entre dans une nouvelle phase. Oui, il est en révolte. Je ne sais pas s'il est en révolte, en fait, mais c'est la phase... Je voulais essayer de montrer le caractère un peu ambivalent du phénomène religieux, pas faire simplement un livre qui se moque des rituels et des phénomènes religieux, mais aussi montrer tout le puissant attrait que tout ça peut avoir, quand c'est peut-être un peu moins formaté, que c'est moins porteur de discours, et donc en fait, après l'échec de leur entreprise, donc le narrateur et puis progressivement un groupe d'individus tout aussi déboussolés que lui, se met à errer dans la ville et à inventer leur propre rituel, en fait, à faire une espèce de communauté errante. Mais c'est collectif, c'est pas... Est-ce que vous diriez que c'est sectaire ? Non, je dirais pas que c'est sectaire, mais je dirais pas... On a plutôt l'impression qu'ils sont tous libres et qu'ils adhèrent au même projet. Oui, mais il y a quand même quelque chose de religieux. Il y a quelqu'un qui les mène. Il y a quelqu'un qui les mène, et puis ils inventent
il se dépouille de beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de similitudes avec le début d'une entreprise religieuse. Quand on rentre au monastère, on se dépouille de son identité, on a un nouveau nom, on laisse ses vêtements, on laisse tous les marqueurs d'individualité. Et eux, c'est ce qu'ils font en fait. Ils se neutralisent, s'anonymisent de plus en plus. Et ils inventent ensemble une espèce de règle monastique en fait, dont la ville serait le cloître. Il cherche le frisson aussi de pénétrer dans les appartements sans être pris. Et aussi de se dissimuler à l'intérieur de disparaître. En fait, c'est une entreprise c'est comme s'ils n'existaient pas. De disparition. En fait, c'est une forme d'ascèse un peu particulière, mais... Oui, c'est quelque chose qui a à voir en effet avec l'ascèse, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec... Il ne possède rien. C'est aussi quelque chose qui a à voir avec l'expérience érotique, je trouve. Parce que Pourquoi avec l'expérience érotique ? Parce que ils sont dans une... ce qu'ils cherchent le plus, en fait, la chose qui est à leurs yeux la plus désirable, c'est d'abolir la distinction entre public et privé. Et de passer de l'un à l'autre, comme ça, sans d'être au plus près des gens, au plus près des souffles, et puis brusquement de disparaître, d'avoir en fait une expérience sensuelle de la disparition. C'est-à-dire, c'est pas du tout un discours sur leur but n'est pas du tout un but de tempérance ou de la discrétion les intéresse parce qu'elle est porteuse de sensualité, pas tellement parce que il y a pas. C'est pour ça que la révolte, je ne sais pas si je dirais révolte parce qu'ils n'ont pas vraiment de discours ni de programme. C'est pas un parti. Oui, mais ils n'adhèrent pas aux autres sectes. Ils n'adhèrent pas aux autres sectes, c'est vrai. Ils adhèrent à rien, d'ailleurs. C'est une communauté qui se forme un peu par hasard, au hasard des rencontres. Elle naît. Une horde. Non, mais c'est très beau, c'est la manière dont elle naît, en fait. Quand deux personnes un peu en... Ils se reconnaissent, ils se reconnaissent parce qu'ils sont des passagers clandestins dans le même lieu et ils se repèrent mutuellement et finalement, ils forment le noyau du groupe. Mais effectivement, donc, c'est pas une secte puisqu'il n'y a pas de credo, il n'y a pas de... comme vous l'avez dit, il ne possède rien, il n'y a pas d'enjeu commercial, du coup, ou financier. Et ça... Ils savent se fondre, ils ont tous la même qualité de savoir se fondre. Un jour, à un moment, on peut penser que si le groupe devient trop important, ça lui deviendra difficile de... C'est des petits commandos, dans la ville. De le faire. Oui, quand on vous lit, c'est des commandos. Non, mais c'est des commandos furtifs, en fait. Pour moi, les commandos, c'est des gens qui brisent, qui font des démonstrations de force. Eux, ils doivent devenir invisibles. Voilà, l'action n'est pas tellement leur fort, voilà, on peut dire ça comme ça. Oui, mais rentrer dans les appartements d'autrui sans se faire remarquer, c'est quand même une action. Certes, mais sans se faire remarquer, donc c'est si que finalement rien n'avait eu lieu. Oui, mais enfin, ça leur demande beaucoup d'énergie. Ça leur demande, oui, c'est en ça qu'il y a quelque chose... Il faut repérer les immeubles, il faut s'y introduire, il faut savoir mais on voit que le narrateur développe un savoir-faire, non seulement il apprend, d'ailleurs. pour ouvrir les serrures les plus résistantes, mais aussi pour comprendre la logique du comportement humain, en fait. Ouais. Il y a une observation de la ville extraordinairement précise, enfin, de ce guetteur, au fin de compte, qui regarde, qui observe les moindres détails et qui, du coup, peut anticiper les comportements et lui-même s'y faufiler, comme vous dites, sans se faire voir. Ça, c'est pas documenté. Ça, vous l'avez inventé, ce narrateur, et cette espèce de communauté. Vous avez rencontré des gens comme ça? En fait, moi, ça me touche beaucoup ce que disait Chantal Thomas sur la vraisemblance et la réalité. Parce que moi, j'ai un peu le même... Moi, mon horizon, c'est pas le roman historique, mais c'est le roman géographique, en fait. Donc, c'est je suis encombré de... Enfin, pas encombré, mais je travaille avec beaucoup de données, de documentation. Je me documente jusqu'à l'excès. Et j'ai un peu j'essaie d'avoir la même attitude, c'est-à-dire de vaporiser la donnée et de prendre tout au premier degré, en fait. Donc finalement, la part d'invention est quand même extrêmement réduite.
Elle est dans l'assemblage, elle est dans l'assemblage. Elle est dans l'assemblage. Et le fait, en fait, parce que du coup, comme le livre décrit beaucoup des endroits où on n'est pas supposé aller, il y a pas mal de passages un peu transgressifs. La question, enfin, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Est-ce que vous êtes vraiment allé à cet endroit-là, etc. Et en fait, je trouve que c'est une question. Ce que moi j'ai fait n'est pas très intéressant. En revanche, ce dont j'ai un vrai souci, c'est ce que peut faire le lecteur. Il va aller vérifier, il va aller sur vos traces. Bien sûr. Il va trouver ces cathédrales. Pour moi, ce serait terrible, par exemple, que tu as un lecteur qui me dise... C'est des lieux extraordinaires, enfin, vous les décrivez comme des lieux... J'ai été là, mais j'ai pas pu faire exactement ce que vous racontez, ou c'est pas exactement ce que vous décrivez. Il y a beaucoup de lieux qui sont difficiles à... Oui. Mais c'est pas pour ça que... à faire effraction, enfin, oui, et puis ils sont éphémères. Mais oui. C'est vrai. On sent quand même beaucoup. à la base, en arrière-plan de tout cela, c'est très clair dans la première partie, une nostalgie pour l'époque où il n'y avait pas les digicodes, Vigipirate, où il y avait des zones dans Paris où on pouvait, qui n'appartenaient à personne, qui étaient à tous les... Alors c'est pas une nostalgie, je suis pas... C'est ça qui vous pousse, hein, c'est qu'elle se rétracte. Ces zones, l'urbanisme, on chasse le narrateur. Oui, mais je suis pas... des zones hyper policées que vous décrivez. C'est vrai, mais je suis pas du tout nostalgique du Paris d'antan, etc. Ce qui je regrette la disparition de certains lieux parce que je les ai moi-même connus. En fait, c'est des disparitions d'expérience plus que des disparitions d'époque. Et c'est pas un livre nostalgique au sens où toute la machinerie et le savoir-faire qu'il déploie est précisément tourné vers le fait d'ouvrir de nouvelles clairières, en fait. Il est fait pour retrouver ces espaces qui, sans cela, disparaissent du fait de l'urbanisation, de l'exploitation. Enfin, pour en trouver d'autres, en tout cas. Pour en trouver d'autres. Voilà. Mais plus avec des risques, voilà. Plus de risques. Mais vous savez, il y en avait avant. Hein. Et d'ingéniosité pour y pénétrer. Alors, l'enracinement géographique est aussi très important dans votre livre, Nelly Allard. Moment d'un couple. Le jardin des Buttes-Chaumont est un endroit stratégique pour pouvoir élaborer quelques petites négociations avec les copines quand ça va mal et qu'on a l'impression que tout fout le camp parce que votre mec vous a fait comprendre qu'il avait une histoire avec une autre. Oui, c'est le point de départ de l'histoire. Une normalienne. Une normalienne. Supérieure. Ce qui est important, c'est la supériorité de son école normale. Oui, bon, ça se passe, géographiquement. Donc là, c'est très situé, effectivement, dans Paris, 19e arrondissement, le quartier des Buttes-Chaumont. Ça se passe donc dans cette communauté de on va dire bobo, bien que j'aime pas trop ça, mais bon. Lui est journaliste, elle est ingénieure, elle est chef de projet dans une société informatique. Et donc l'histoire commence effectivement, son mari lui annonce au téléphone alors qu'elle est au parc avec ses enfants qu'il lui annonce qu'il ne pourra pas venir la rejoindre pour aller au cinéma parce qu'il a une liaison et que ça... Cette jeune femme a fait une crise de nerfs quand il lui a dit qu'il allait au cinéma avec sa femme et que donc il ne pourra pas aller au cinéma. Et que fait-elle, Juliette? Elle lui dit vas-y alors, elle raccroche et elle va au cinéma. C'est comme ça que l'histoire commence. Et moi j'ai voulu, c'est une histoire... Elle est super, Juliette. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'aller au cinéma toute seule quand mon mec m'avait annoncé qu'il était avec une autre. Mais justement, c'est une histoire banale et la manière dont j'ai voulu la raison pour laquelle j'ai voulu l'écrire et la manière dont j'ai voulu la traiter, c'est de déjouer les clichés. C'est-à-dire que c'est une histoire banale, mais d'abord j'ai voulu l'écrire comme un thriller. C'est-à-dire que c'est une histoire où il y a un thriller, ça fonctionne sur la peur, sauf que là, c'est pas la peur de mourir, mais c'est un thriller intime, c'est la peur, ça joue avec des angoisses qui sont assez universellement partagées, peut-être même plus que le fait d'être poursuivi par un assassin. C'est la peur de l'abandon, c'est la peur
de faire souffrir aussi, voire même la peur de faire mourir, parce qu'il y a beaucoup de chantage au suicide, de choses comme ça. Et c'est cette espèce de violence intime, de violence amoureuse. Et pour moi, c'est l'histoire du couple, comme le titre l'indique, mais c'est surtout vu du point de vue donc, de Juliette. Et c'est l'histoire d'une femme qui a subi la violence masculine, hein, qui a été violée, qui a été agressée, qui a été abandonnée par son père, et qui a un passé féministe, qui a été dans des groupes femmes, qui a été adolescente, et donc qui a commencé sa vie amoureuse dans les années 70, au moment de la parenthèse enchantée, donc dans une grande euphorie de la libération sexuelle, etc. Et qui d'un coup se retrouve confrontée à une autre forme de violence, qui est une violence féminine, parce que la maîtresse, entre guillemets, même si elle n'aime pas trop le terme là non plus, parce que l'adultère, vaudeville, maîtresse, bon, la femme avec qui son mari a une liaison se révèle en fait être quelqu'un de très violent, mais d'une violence qui dit pas son nom, qui est une violence... la violence justement du chantage au suicide, la violence du harcèlement. Du harcèlement, mais c'est même pas du... Oui, effectivement, elle est très intrusive, elle est très... Et elle appelle Juliette au téléphone, elle débarque chez eux, elle se sent très légitime de sa passion pour faire ce que Juliette, elle, ressent comme un vrai viol. Enfin, à un moment, il y a une scène où Victoire, puisqu'elle s'appelle Victoire, débarque chez eux et elle lui serre la main en disant de toute façon ça recommencera, en parlant de sa liaison avec le mari donc de Juliette, et Juliette lui serre la main, sidérée, et elle éprouve ce sentiment de sidération qu'elle a eu quand elle s'est fait violer, quoi. Mais cette violence-là, elle l'éprouve de la part d'une femme, et ça c'est quelque chose qui la questionne énormément. Enfin, tout son rapport à tout ce qu'elle avait connu, en quoi elle avait cru dans les groupes femmes, la sororité, tout ça, d'un coup se retrouve remis en question. Et bon, Victoire, donc la jeune femme en question, est une féministe, présidente d'une association féministe. Et Juliette ne se reconnaît pas du tout dans ce féminisme-là, qui est un féminisme beaucoup plus... revanchard, agressif, que le féminisme, disons, à la Beauvoir, qu'a connu Juliette dans sa jeunesse. Et ce livre a été, bon, encore une fois, l'important pour moi, c'est surtout la narration et la manière d'avancer dans cette histoire. Donc 3 parties. Dans 3 parties, oui, et Juliette passe par beaucoup d'états successifs, mais toujours avec c'est pas quelqu'un de naïf, Juliette, donc elle entre en résistance en fait face à cette violence-là. Elle décide d'entrer en résistance, et c'est, pour moi, ce livre pose la question de comment on résiste à cette violence intime là, qui entre pas dans le champ du droit, hein, on va pas porter plainte. À un moment, elle dit si la prochaine fois qu'elle vient chez nous, elle dit à son mari, si la prochaine fois qu'elle vient chez nous, je te préviens, j'appelle les flics. Et il la regarde comme si elle était un monstre, en disant mais tu te rends compte de ce que tu dis? Et parce qu'on ne peut pas effectivement appeler les flics face à une femme amoureuse qui débarque chez vous et qui menace de se tuer sous vos fenêtres. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y aura plein de rebonds. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et après, va introduire une plainte en justice contre voilà, ça c'est contre le mari. Après, c'est comment c'est vraiment une salope, quoi. Comment Non, mais c'est vrai, elle est décrite. Ça parle. Elle est déterminée. Donc elle est déterminée. Tous les moyens sont bons. Et les autres n'existent pas. Voilà, son désir fait loin. Et elle a, et effectivement, ça se passe pendant l'été 2003, au moment de l'affaire Trintignant-Cantat, et qui vient comme un espèce d'écho, parce que cette passion dont elle se revendique, qui est quand même une violence extrême, et dès qu'il y a passion, enfin, Juliette a le sentiment d'être très très méprisée par elle, parce que par Victoire qui place sa passion
au-dessus de tout et aux yeux de qui forcément le minable petit bonheur conjugal de l'amour conjugal de Juliette, c'est vraiment de l'eau tiède. Et Mais en fait, la passion, qui peut être une très belle chose sans doute, mais quand elle est, je dirais pas comme Elisabeth Badinter, l'amour commence où la passion s'arrête. La passion peut être une belle chose, mais si elle ne s'accompagne pas un peu de respect de l'autre, de conscience du mal qu'on peut faire, etc., ça devient vite, ça peut être vite assez proche de la sauvagerie, quoi. Et Juliette aussi a cette tentation par moment de sauvagerie. De vouloir la mort de l'autre. Oui, alors elle reçoit en plus Olivier reçoit des SMS donc de Victoire parlant de sa femme, disant je voudrais qu'elle soit morte. Et Juliette lui dit tu lui as répondu quoi? Il dit rien, je lui ai pas répondu, j'ai juste pris ça comme des propos de femme jalouse. Et c'est quand même c'est extrêmement violent. Et Juliette aussi à des moments se découvre surtout dès que l'autre s'approche de ses enfants. Des réflexes de femelle, quoi, d'animal, de sauvage. Et elle est effrayée de découvrir ça chez elle. J'ai envie de lui écraser la tête entre deux pierres. Elle se dit, mais mon Dieu, mais comment et comment est-ce que... Voilà. Pour moi, ça parle aussi de ça, de la sauvagerie qui est quand même sous-jacente, pas très loin, quoi, pas très loin sous les comportements les plus policés, dans un milieu extrêmement civilisé, où le féminisme est une donnée en plus parfaitement intégrée, et en même temps il suffit de pas grand-chose pour que ça dérape, quoi. Alors c'est un livre formidable, mais vous n'ignorez pas que certains critiques littéraires ont rabattu votre bouquin en disant que c'était l'écho d'une histoire réelle qui avait existé dans le monde politique. Et moi je m'insurge contre ça, parce que c'est un livre, vous avez écrit un roman. Et certains ont cru bon ignorer votre travail d'écrivain sous prétexte que c'était du papier collé. Alors, que dites-vous par rapport à cette thématique de vérité et vraisemblance? Je vous remercie. Parlons-en franchement. Je vous remercie, je ne peux pas vous dire mieux que vous les choses. Non mais c'est dégueulasse ce qui vous a été fait, intenté comme procès. Moi j'ai écrit un roman, Quand on écrit un roman, on essaie toujours, forcément on s'inspire de choses vécues et j'aime bien ce que dit Philippe Roth, il dit pour écrire un roman, je prends deux morceaux de réel, je les frotte ensemble, ça fait de la fiction. Alors bien sûr qu'on s'inspire de choses qu'on voit, de choses qu'on vit, mais c'est un roman. Si j'avais voulu faire le portrait d'une femme politique, j'aurais fait un portrait, j'aurais fait un livre sur une femme politique réelle. J'ai voulu faire un roman parce que il me semble que ces problématiques-là touchent beaucoup de gens, et mes lecteurs me le confirment chaque jour, se reconnaissent ou reconnaissent des gens qu'ils ont connus, des situations qu'ils ont connues dans l'un ou l'autre des trois personnages, c'est-à-dire des trois rôles. Et c'est effectivement, je ressens ça comme quand même très réducteur de vouloir... Moi, je ne suis pas du tout intéressé à la question de savoir si c'était un roman à clé ou s'il évoquait quoi que ce soit de réel. Mais il y a ce troisième personnage dont vous parlez, qui est le mari, qui a un peu de mal à gérer cette situation. Et, il n'est pas manichéen non plus, c'est ça qui est bien dans absolument. Le bouquin. Et il y a une certaine tendresse dans votre Mais je crois que regard l'ensemble sur du livre n'est pas manichéen. Qui a du mal à choisir, qui voudrait rompre, oui. Mais si je puis dire, de manière douce et... Il a peur de faire souffrir. Sans faire mal. Oui, c'est tout sauf un macho. Il a peur de faire souffrir, et ça se retourne contre lui, parce qu'à la limite, il ressent tout ça comme des injonctions paradoxales. Oui. À la fois, il faut pas, jamais il porterait la main sur une femme, donc et en même temps, en plus, à sa décharge, il a quand même, lui aussi, commencé sa vie amoureuse dans un moment où, franchement, on était dans la liberté sexuelle. Tromper sa femme, il n'a pas le poids d'une culpabilité énorme. Il a commencé cette histoire avec légèreté. C'est pas lui qui l'a voulu. Oui, il s'est laissé séduire. C'est un homme assez féminin, en fait, dans sa manière d'aimer, être désiré, de se laisser... Et il est effectivement un peu effrayé par l'escalade qu'il déchaîne et la souffrance qu'il déchaîne. Et comme effectivement Victoire a une manière de montrer sa souffrance extrêmement... il se laisse impressionner par ça. Et il a peur qu'elle se jette sous une voiture, il a peur
se sentir coupable, responsable d'un drame, voilà, et il gère au mieux les choses, mais paradoxalement, ce qui va se passer, c'est que quand même, face à cette menace que représente Victoire, finalement, ce couple qui était un peu arrêté dans une difficulté, parce que c'est pas un couple idéal, ils ont plein de difficultés, de malentendus, de problèmes va finalement se retrouver à faire front. Il va demander en gros aide et protection à sa femme, qui, elle, comprend mieux le processus dans lequel est Victoire, donc anticipe, est plus capable d'anticiper un petit peu, et il va s'abriter derrière elle, et ça va, pour finir, ressouder, enfin en tout cas faire en sorte que le couple se remette à dialoguer, et finalement les ressouder contre... Oui, enfin, c'est pas si évident, parce que la fin du bouquin, oui, non, mais ce sont des glissements jusqu'à la fin. Il y a effectivement beaucoup de rebondissements. Elle est bien, d'ailleurs. Et il y a effectivement beaucoup de rebondissements, et on ne sait pas... On peut dire que votre œuvre est ouverte, en ce sens qu'en effet, elle ne se clôt pas sur un happy end dont on se demande pendant très longtemps s'il peut se produire, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même souligner que l'atmosphère que vous dépeignez, que vous décrivez, parfois assez étouffante, enfin, dans ce combat acharné que se livrent ces deux femmes. Donc, on peut dire, sans trahir de secret, que ça se termine par un éloge de la liberté amoureuse de la femme. Avec un grand F. Je ne sais pas si ça, je te laisse conclure ainsi, parce qu'on verra bien. Il faudrait un autre volume pour savoir les effets d'une telle liberté. Ah, il y aura peut-être une suite à Juliette. Peut-être, pourquoi pas. Il y a Laurent Nunez, au nom du magazine littéraire, notre partenaire avec TV5 Monde. Vous avez choisi un coup de cœur pour ce mois-ci. Alors, quel est-il ? Pour le coup de cœur, je me suis vraiment intéressé au centenaire de la naissance de Camus. Vous savez, on le fête jusqu'à la fin de l'année, et on ne compte plus les rééditions, les poches qui ressortent. Il y a tout de même un inédit qui me semblait très intéressant parce que assez improbable, c'est la correspondance entre deux grands penseurs, Camus donc, et Ponge, qui s'écoule à peu près entre 15 et 16 ans, et dans une cinquantaine de lettres. C'est très court finalement. C'est très court parce que, à travers ce livre, quand on le lit, on découvre une sorte de malentendu. Ce sont deux esprits totalement opposés, esthétiquement, idéologiquement, et qui pourtant partagent au début, le croient, le même concept de l'absurde. Ils se découvrent au tout début, en 1943. Ponge vient de publier Le Parti pris des choses. Camus vient de publier L'étranger. Les deux pense avoir la même sensibilité sur l'absurde. Il y a des pages incroyables où Camus explique que le parti pris, c'est l'œuvre absurde à l'état pur. Et puis, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une sorte de détachement de ces deux esprits. Alors, est-ce qu'ils étaient trop grands pour penser à deux, ou trop impliqués dans leur œuvre future? Mais en tout cas, on va voir au bout de ces 50 lettres une sorte de dispersion, malgré pourtant presque une sorte de redéfinition de l'amitié. Ils cherchent ensemble à être unis, à penser ensemble, mais ils arrivent presque, vous savez, à ce fameux mot de Montaigne, que Montaigne reprend à l'Antiquité: « Ô mes amis, il n'y a nul ami », puisque finalement ils se séparent et s'écrivent très épisodiquement, jusqu'à la mort de l'un, évidemment. Et on arrive vraiment à avoir, grâce à ces lettres qui viennent de sortir, une vision à la fois d'un Camus extrêmement jeune, il a 30 ans au moment-là, d'un Ponge qui commence à être connu, et aussi de toute une galaxie d'écrivains qui étaient autour d'eux, notamment Elsa Triolet, Paulan, mais Piat également. Et ils ont même des réflexions extrêmement intéressantes sur un roman que la France découvre à peine, Moby Dick. Donc voilà, c'est vraiment une correspondance qui me semble la chose la plus intéressante pour ce centenaire Camus, et qui va plaire à deux catégories de lecteurs qui ne sont pas du tout les mêmes, c'est les lecteurs de Ponge et les lecteurs de Camus.